Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Boss, le rendez-vous des patrons et des patronnes. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Mathieu de Lesseux. Bonjour. Bonjour. Alors, tu es fondateur et président de la Belle Forêt, donc une société qui propose aux entreprises des crédits carbone avec la particularité d'être issue de la forêt française. On va en parler forcément. Alors, au début de cette émission, on va avoir la séquence David rencontre Goliath où tu vas faire face à une start-up. Alors, c'est quand même une start-up, mais c'est vrai que tu as un profil aussi de grande entreprise. On en reparlera. Ensuite, on aura la séquence en coulisses où là, on va vraiment parler de toute ta carrière, ta vie de dirigeant et à montrer un petit peu c'est quoi le quotidien d'un patron. Et on terminera avec la séquence l'interview chrono qui est là une séance un petit peu de questions-réponses voilà, très rapide. Très bien. Bon, merci encore d'avoir accepté cette invitation et on va passer tout de suite à la séquence David rencontre Goliath. Donc la start-up qui te fait face, c'est Net Zero, donc spécialiste de la capture et de la séquestration carbone. Et je suis ravie d'accueillir son cofondateur, Axel Reynaud. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors on voit de plus en plus de start-up, que ce soit en France ou même à l'international. Moi j'en ai vu il n'y a pas longtemps au Kenya, qui font de la capture carbone. En quoi, voilà, c'est quoi un petit peu votre spécificité ? Alors quand on parle de capturer du carbone, il y a évidemment plein de méthodes. Et on peut le capturer de manière temporaire ou de manière sur très longue durée. Nous, ce qu'on cherche à développer, c'est une approche assez technologique, donc on va dire très complémentaire de ce que fait Mathieu à la Belle Forêt, mais qui a l'avantage d'enlever le carbone sur des durées entre des milliers et des millions d'années, donc avec une très grande stabilité, et le carbone ne repart pas dans l'atmosphère. Donc c'est vraiment un moyen d'éliminer définitivement, on peut dire, du carbone de l'atmosphère. D'accord. Et avec quel... Alors, je crois que vous prenez des résidus, c'est voilà, ça? En fait, on utilise une méthode. Au départ, ça marche un peu comme la forêt, comme la Belle Forêt. On laisse les plantes, avec la photosynthèse, capter du carbone. Donc, nous, on utilise des résidus agricoles. Donc, quand on fait pousser du riz, du café, du cacao, nous, on est plutôt dans les zones tropicales. Donc, on est un peu sur ce genre de culture. Mais il y a toujours une part qui est utile, comestible, et puis il y a des résidus dont en fait on ne sait pas trop que faire, mais qui contiennent du carbone qui a été capté de l'atmosphère. Et si on ne fait rien, ce carbone repart dans l'atmosphère parce que les résidus sont brûlés, pourrissent, voilà. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on extrait le carbone qui est là-dedans et on le stocke sur très longue durée dans les sols agricoles, qui en plus amènent des vertus qui améliorent la qualité des sols et les rendements agricoles. Voilà. Bon, Mathieu, tu connaissais en fait, oui. je crois, un tout petit peu Axel. Oui. On se connaît depuis longtemps. Et comment? C'est par le travail? Vous avez déjà travaillé ensemble ou... On n'a pas travaillé ensemble, mais on est des amis depuis longtemps. On s'est connus, on avait 6 ans, voilà. 5 ans, 6 ans. Oui, on se connaît depuis vraiment longtemps. Et voilà, et Axel est quelqu'un dont je suis très proche. Et quand il disait effectivement que ça pouvait se rejoindre un petit peu vos projets, en quoi? Non, alors c'est très amusant parce qu'on on est sur le même sujet, c'est comment est-ce qu'on essaie d'aider à notre humble mesure le climat en rejetant moins de carbone dans l'atmosphère ou en séquestrant du carbone. Donc ça, c'est c'est la parallèle qu'on a mis en place sur nos métiers chacun aujourd'hui, avec 2 approches complètement différentes. Et en réalité, par une somme de hasard, mais vraiment de hasard, Axel a créé Net Zero un tout petit peu avant que je crée la Belle Forêt. Moi, j'avais pris aussi la décision de le faire, mais voilà, ça s'est fait un peu au même moment. Et donc, nos histoires comme ça sont parallèles sur ce sujet d'essayer d'aider le climat comme on peut. Et on se suit voilà, depuis 3 ans, mais on faisait des métiers complètement différents avant, enfin rien à voir l'un avec l'autre. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu à peu près au même moment l'idée de on veut changer de vie, on veut sortir des grandes boîtes et on veut faire quelque chose pour le climat. C'est quoi? C'est conscience un peu écologique ou quoi? Okay. Moi, j'ai la chance d'être propriétaire d'une forêt dans les Vosges depuis longtemps, voilà, que je gère avec beaucoup de passion et beaucoup d'envie, avec une sensibilité comme ça très forte à la biodiversité, à l'état des forêts. Et donc j'ai vu avec le réchauffement climatique les forêts souffrir vraiment fortement. Et un petit peu comme Axel, je me suis dit, voilà, bon, j'ai fait ma vie dans des grandes boîtes et tout ça très bien. Maintenant, je vais essayer de faire quelque chose qui soit peut-être plus utile pour la planète, plus utile pour la biodiversité, plus utile pour la forêt, plus utile pour l'eau aussi, puisqu'il y a beaucoup d'eau en forêt. Et donc, j'ai décidé de quitter tout ce que je faisais avant. J'étais président d'Avas Créative avant, pour repartir dans une aventure entrepreneuriale en créant la Belle Forêt. Alors, quand on entend parler un peu du marché crédit carbone, tout ça, c'est vrai qu'il y a un des mots qui revient tout le temps quand on fait un petit peu de recherche, c'est l'opacité qui surgit. Pourquoi? Enfin, c'est vrai que c'est toujours quelque chose qui est marché qui n'est pas très transparent. C'est un marché d'abord qui, quand on dit crédit carbone, on mélange des tas de choses.
Voilà. C'est comme si on dit véhicule. Alors ça va de la trottinette jusqu'au TGV. Et puis il y a des véhicules de bonne qualité et de mauvaise qualité. Donc, ce monde-là, on a utilisé le mot crédit carbone pour désigner en fait tout un ensemble de choses qui n'ont rien à voir. Ce qui est compliqué, c'est qu'il y a eu toute une phase de développement très fort avec des solutions d'émissions évitées. Donc on dit en fait par rapport à des émissions qui auraient eu lieu, je vais mettre en place des actions qui réduisent ces émissions et donc ça génère un fameux crédit carbone. Et tout ça, c'est très difficile à mesurer. C'est un endroit où c'est assez facile pour des margoulins de rentrer. Et ça a fait un peu tous les scandales dont on entend parler depuis maintenant plus d'un an, sur les forêts, sur les cookstoves, etc. Et puis de l'autre côté, il y a aussi des projets très sérieux qui protègent le carbone existant ou qui enlèvent du carbone. Mais ça aussi, on l'appelle crédit carbone. Et donc, de temps en temps, on discute avec Mathieu de ça et on dit finalement, c'est pas plus mal qu'il y ait cette espèce de nettoyage du marché et que à l'opacité, le qualificatif que vous utilisiez, vienne plutôt la transparence avec des vraies méthodologies qui correspondent à des vrais impacts climatiques. Et voilà, sans doute la période des petits malins qui pouvaient faire du carbone facilement et vendre des espèces d'indulgences pour faire du greenwashing, ça va disparaître, et tant mieux. Parce qu'après, il faut développer des quantités absolument gigantesques de séquestration de carbone. Si on veut tenir les objectifs du GIEC, il va falloir le faire, entre guillemets, pour de vrai, comme disent les enfants. Pas faire semblant et dire, non, ne vous inquiétez pas, je vous fais une petite embrouille, je pose 2, je retiens 3, voilà, hop, j'ai 10 000 crédits carbone, je vous les vends. Voilà, je suis d'accord. Il y en a... Tout à fait d'accord. Et nous, à la Belle Forêt, avec mon associé Philippe Gourmain, on a tout de suite perçu, donc il y a 3 ans maintenant, qu'il fallait inventer une offre complètement disruptive, complètement différente, totalement transparente, de très haute technicité, de très haute intégrité. Voilà, donc c'est ce qu'on a essayé de faire à la Belle Forêt et qui, pour l'instant, fonctionne très bien. Mais on a voulu sortir de ce marché qui a beaucoup d'opacité, comme vient de dire Axel, pour aller sur quelque chose de très différent et avec une valeur ajoutée très forte, tant pour les propriétaires forestiers que pour les entreprises. Et en attendant qu'il y ait vraiment une réglementation, je veux dire, très très claire là-dessus, vous ciblez, j'ai vu des entreprises qui sont engagées volontairement vers la neutralité carbone à horizon 2030. Il y en a beaucoup, il y a l'embarras du choix ou pas? Alors aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'entreprises, c'est plutôt des entreprises du monde, on va dire de la tech, du conseil, de la banque, voilà, ce genre d'entreprises qui, d'une certaine façon, n'émettent pas beaucoup et ont les moyens de se payer les services de décarbonation. Et il faut ça pour commencer à construire cette industrie. En tout cas, pour ce qui nous concerne, enlever du carbone de l'atmosphère, le GIEC dit qu'il faut enlever 5 à 10 milliards de tonnes à horizon 2050. Alors, c'est un peu difficile d'imaginer ce que c'est, 5 à 10 milliards de tonnes, mais si je vous dis que le secteur du pétrole et du gaz combiné extrait 6 milliards de tonnes par an, voilà, on se dit, ah ouais, quand même, il a fallu mettre en place des choses pour extraire 6 milliards de tonnes, et là, il va falloir en enlever 10. Et donc, il va y avoir besoin de développement gigantesque, et au début, c'est plutôt ceux qui peuvent se payer, entre guillemets, ce service, qui se le payent, et ça permet de commencer à financer les premières start-up, les premières infrastructures, et progressivement, le marché va se développer. De toute façon, on ne peut pas s'en sortir. Enfin, les chiffres du GIEC sont là. Il va falloir les enlever, ces milliards de tonnes. Si on ne les enlève pas, la température continuera à augmenter. Donc, aujourd'hui, le monde a plutôt procrastiné sur plein de sujets liés au climat. Mais voilà, le mur, il est là. À 2050, c'est au coin de la rue. Bon, merci beaucoup, Axel, d'être venu échanger avec nous sur ce sujet. Et maintenant, on va pouvoir passer à la séquence en coulisses. Alors, on va remonter un petit peu dans le temps. À 19 ans, donc tu crées ta première entreprise dans l'informatique. Alors, peut-être qu'à l'époque, c'était pas si cool d'entreprendre comme aujourd'hui, il faut le dire. C'était quoi un peu la motivation ? La motivation, c'est le hasard, sincèrement. J'ai un bac. Je me suis inscrit à la fac de droit à Nanterre, parce que je ne savais pas trop quoi faire. Et je suis tombé sur quelqu'un qui était un informaticien de génie, vraiment, et qui m'a proposé il a fait un petit logiciel de gestion, de séminaire, etc., et qui m'a proposé qu'on regarde ça ensemble parce qu'on avait du temps. Et puis, comme j'avais peut-être du bon sens, on va dire, tout à ce moment-là déjà, je lui avais dit, écoute, très bien, mais toi, tu programmes et moi, je vends. Sinon, ça ne va pas marcher. Voilà. Et puis, on a eu de la chance parce que ça a très, très bien marché. Donc voilà, ça a démarré comme ça, mais vraiment une rencontre, un hasard, et puis du temps et l'envie d'essayer quelque chose. Et puis, c'est devenu une entreprise qui a très bien marché.
Et alors après, en 99, tu crées une deuxième entreprise, alors Duke ou Duke, je ne sais pas comment tu le prononces, une agence digitale. Est-ce que tu as fait les choses différemment entre la première et la deuxième ? Oui, parce que j'ai acquis de l'expérience entre-temps, parce que j'ai fait plein d'erreurs, et j'en ai fait plein d'autres après, j'en fais encore beaucoup aujourd'hui, mais quand même un petit peu moins. J'essaie de progresser, de m'améliorer. Mais oui, Duke, je l'ai fait un petit peu différemment, sur un marché qui n'avait rien à voir. Alors il y a de l'informatique, certes, mais c'était vraiment une agence qui accompagnait stratégiquement les grandes marques sur Internet. C'était le début d'Internet, avec la bulle de 2000 qui a sauté, etc. Voilà, mais donc oui, bien sûr, je l'ai fait un peu différemment parce que j'ai appris entre-temps beaucoup de choses. Donc il y a plein d'erreurs que j'ai pu faire dans mon passé, que j'ai peut-être moins fait quand j'ai créé Duke, et puis j'en ai fait d'autres, bien sûr. Et ça a impacté la bulle, hein, c'est vrai que... La bulle, oui, alors, c'est un peu comme le marché carbone dont on vient de parler, c'est-à-dire quand je crée Duke, le marché est fou, il y a des startups partout, il y a beaucoup d'argent, d'investissement, etc. Et moi, avec mon bon sens qui m'a toujours aidé toute ma vie, je refusais de travailler pour des entreprises dont je ne comprenais pas le business model. Voilà, je refusais. Et ça m'a sauvé, puisque quand la bulle a sauté, en réalité, on avait déjà gagné des très grandes entreprises comme Rolex, Leclerc, etc., qui, elles, avaient des business models qui tournaient et qui n'étaient plus à démontrer. Et en fait, tous les margoulins dont on parlait tout à l'heure sur ce marché-là, à l'époque, ont été nettoyés. Ils ont tous fait faillite, tout simplement. Parce que du jour au lendemain, ils se sont retrouvés sans clients. Et moi, j'avais quelques très beaux clients. Et donc, on a pu passer cette vague-là. Et ensuite, on s'est développé très bien. Et on est monté à 300 salariés, etc. Enfin, voilà, ça a été une belle aventure. Et après, cette boîte a été acquise, ça par le groupe américain Razorfish, spécialiste aussi communication digitale. Comment est-ce que tu as vécu l'intégration dans un grand groupe américain ? Alors, pas bien. Pas bien parce qu'on a vendu donc à Razorfish avec beaucoup de fierté, puisque Razorfish à l'époque était vraiment le grand leader des agences digitales. Et en réalité, Razorfish s'est revendu 1 mois et demi après à Microsoft. Et ce n'était pas prévu. Je ne le savais pas. Voilà, donc ça ne s'est pas bien passé. Ça a été un peu compliqué, oui, bien sûr. Voilà, donc c'est comme ça, c'est les accidents, les aléas de la vie. Voilà, c'est comme ça, mais enfin, c'est pas grave, c'est la vie. Ça m'a permis d'apprendre aussi cette expérience difficile, m'a permis d'apprendre aussi plein de choses. Mais donc non, ça s'est pas bien passé. Oui, ça fait double intégration. Non, ça fait pas d'intégration du tout, puisque quand j'ai appris qu'on se retrouvait chez Microsoft, j'étais très en colère. Et voilà, donc je devais rester 3 ans chez Duke pour que tout se passe bien. Et j'ai tenu 2 ans et puis je suis parti parce que j'en pouvais plus. Alors après, en 2010, là, tu rejoins le groupe de communication. Donc, alors c'est Omnicom, alors c'est le réseau DBB qu'on connaît bien. Est-ce que c'est parce que tu n'avais plus du tout envie d'entreprendre là à ce moment-là ? Non, alors j'y suis allé parce que j'ai toujours eu cette espèce de complexe d'infériorité, de ne pas avoir fait d'études, etc. Et j'ai toujours eu conscience, encore aujourd'hui bien sûr, que j'ai beaucoup de choses à apprendre. Et à cette époque-là, j'intéressais beaucoup les grands groupes de communication, donc c'était formidable. Et je me suis dit, c'est une très bonne chose pour apprendre différemment, pour faire autrement, pour apprendre l'autorité, pour apprendre le reporting, pour apprendre à gérer une boîte beaucoup plus compliquée, parce que internationale, parce que de la publicité, parce que etc. Et je me suis dit, tiens, je vais aller... Alors j'ai choisi DDB pour 1000 raisons, parce que c'est une agence géniale, et c'est toujours une agence géniale. Je vais y aller, dans ma tête en tout cas, quand j'y suis allé, je me suis dit, je vais y aller 2-3 ans, je vais apprendre plein de choses, un peu comme un MBA, voilà. Je vais donner tout ce que je peux donner pour développer la boîte et tout ça. Et puis après, je reviendrai à l'entrepreneuriat parce que ça ne m'a jamais quitté. Et en réalité, ça s'est très bien passé. Voilà, parce que j'ai eu la chance d'être très bien accueilli par Jean-Luc Brinvy, qui est le coprésident de DDB à l'époque, et qui est toujours président de DDB. Ça s'est très bien passé avec Omnicom, donc l'actionnaire américain. J'ai appris énormément de choses et j'y suis resté presque 8 ans. 8 ans, ok. Mais tu as quand même créé une structure, là, quand tu étais, même 2, je crois, de filiales. J'ai noté la structure, donc la Digital University. Oui. Est-ce que, en fait, c'est plus facile de créer une boîte dans la boîte ou alors c'est plus des contraintes, en fait ? C'est plus facile et plus difficile. C'est plus facile parce qu'on a des filets de sécurité, tout simplement. C'est-à-dire que si ça ne marche pas, c'est pas grave. On est dans une boîte, dans un grand groupe, voilà, donc ça va. Et c'est plus difficile parce qu'on n'a pas l'indépendance, l'autonomie. Il faut faire du reporting, il faut expliquer, voilà. Mais ça s'est bien passé à l'époque avec Omnicom, qui a compris vraiment que ce projet était important pour DDB, la Digital University, et qu'on a très bien développé. Et d'ailleurs, la dirigeante de la Digital University de l'époque travaille avec moi aujourd'hui à la Belle-Forêt. D'accord, suivi. Et donc, tu as occupé aussi le poste donc, de coprésident de DDB. Oui. Ça ressemblait à quoi, les journées ? À beaucoup de travail, bien sûr, à beaucoup de tensions, mais de tensions normales qu'on a tous dans le boulot, à beaucoup d'amusement aussi, puisque DDB est une agence qui est très réputée pour sa création, qui est une agence très créative. Et voilà, quand on a la chance de travailler sur des sujets comme ça, qui intègrent la création au cœur du modèle, c'est quand même très amusant.
Ça ressemblait aussi à beaucoup de stress et de tension parce que des très gros clients internationaux qu'il faut suivre, qu'il faut évidemment aider, faire progresser, faire avancer. C'était aussi beaucoup de voyages à l'époque et j'avais peut-être une moins bonne conscience de l'écologie qu'aujourd'hui. Donc j'ai pris beaucoup d'avions malheureusement, mais c'est comme ça. Et voilà, et puis après c'était très amusant parce que des grands budgets internationaux, des sujets de publicité vraiment très en amont, des discussions avec des présidents de grandes boîtes très stratégiques, voilà, donc c'était vraiment passionnant et très prenant. Ouais. C'était plutôt du management ou tu avais encore le côté créatif quand même ou pas? Non. C'est les deux, il y a beaucoup de management dans une agence parce que c'est des sujets qui font appel à beaucoup de sensibilité, beaucoup de... Voilà, donc il faut, enfin comme dans toutes les entreprises, de toute façon il faut manager, mais dans les agences c'est particulier parce qu'il y a une population qui est difficile à manager et qui a beaucoup de valeur et Dieu sait si on a besoin d'eux, qui sont les créatifs. Donc oui, bien sûr, beaucoup de management, mais moi je suis arrivé, DDB, c'est une agence qui existe depuis longtemps, donc je suis arrivé dans une agence qui allait très bien, voilà, on l'a développée, on l'a digitalisée, on a fait plein de trucs, et puis quand j'en suis parti, elle allait toujours très bien, donc le management était déjà très en place, voilà. Alors oui, il a fallu faire plein de choses, mais faire attention, mais voilà. Et tu as rejoint après Havas, là, donc président d'Havas Creative France. Et là, cette fois, c'est toi qui rachètes une société. En tout cas, Havas, ça, c'est Buzzman, aussi, on connaît bien. Et j'ai vu que tu disais sur ton profil LinkedIn, justement à la ligne Havas, que c'était une grande fierté. Pourquoi ? Oui, c'est une grande fierté. D'abord parce que j'ai toujours beaucoup aimé Georges Mohamed Cherif, le fondateur de Buzzman, qui a fondé Buzzman à l'époque où j'étais chez Duke. Et on s'entendait bien. Moi, j'avais essayé de l'aider un petit peu, etc. Mais c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup pour 1000 raisons. Buzzman était donc au moment où je l'ai approché au nom d'Havas pour essayer de faire cette acquisition, était vraiment au sommet de sa gloire, pas tout à fait au sommet d'ailleurs parce qu'ils sont encore plus glorieux aujourd'hui. L'intégration s'est remarquablement bien passée avec Havas, ce qui est formidable. Et donc j'ai vu Georges et je lui ai dit écoute, ton agence va bientôt avoir 8-10 ans, tu as fait plein de trucs, elle est formidable, tu es au sommet. C'est peut-être le moment pour toi d'envisager de la céder, de la vendre. Et en tout cas, pour Havas, ce serait une grande fierté d'arriver à travailler ensemble. Et donc, il m'a regardé de traviole. Mais on se fait confiance, on se connaît depuis longtemps. Et puis, je lui dis, tu sais, j'étais de l'autre côté de la barrière, j'ai vendu la mienne, donc je sais ce que c'est. Et donc, si tu es d'accord pour rentrer dans ce process-là, je vais t'aider pour que ça se passe vraiment le mieux possible. Et alors, en 20 ans, là, pratiquement, dans tout cet univers, est-ce qu'il y a eu des années, une année qui a été particulièrement difficile ? Oui, il y a eu des années difficiles, comme toujours. L'année 2000 a été complexe, voilà, mais bon, on a fait ce qu'il faut pour passer la vague, mais on l'a passé juste. Hein. C'était vraiment difficile, mais on l'a passé quand même. Bien sûr qu'il y a eu des années difficiles. Il y a eu quand on fait ce métier, il y a eu des pertes de clients auxquels on est très attaché, et pour des bonnes raisons, sûrement. Ils s'en vont, et ça, c'est toujours très difficile. Il y a eu des collaborateurs qui sont partis, auxquels on est très attaché, et qui tout à coup décident d'aller faire leur vie ailleurs, ce qui est compliqué. Il y a eu la vente de Duke, qui n'a pas été quelque chose de simple, de facile. Il y a eu le départ de Duke, qui a été une décision très difficile pour moi, bien sûr, parce que voilà, j'avais créé cet agent, je l'avais développé pendant 10 ans, donc c'est toujours compliqué. Donc bien sûr qu'il y a oui, on prend des coups, c'est pas tous les jours rose et simple, bien sûr. Et donc après Havas, là tu pars, mais avant de te relancer dans cette aventure dont on va parler, la Belle Forêt, comme beaucoup, tu prends du temps, tu te reposes, je lisais, avec évidemment famille, amis. Parce qu'en fait, quand on est dirigeant, on n'a plus du tout ce temps-là ou pas ? Non, on n'a pas ce temps-là par contrainte, par pression. Et puis on n'a pas ce temps-là, je l'ai compris après, par choix. Moi, j'ai quitté Havas en me disant, voilà, je vais faire une année sabbatique et je vais faire toutes les choses auxquelles on pense, qu'on ne fait jamais, voilà, qui sont très classiques. Voir mes amis, ma famille, profiter, lire les livres que je n'ai pas lus, voyager, etc. Et en réalité, non. Ça a duré 1 mois, 2 mois. Et puis au bout d'1 mois, 2 mois, très vite, je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Voilà, donc j'avais pour projet de recréer une agence, j'avais une idée, je crois, qui était assez bonne. Et puis tout à coup, la Belle Forêt est arrivée, un peu par hasard là aussi, dans une conférence sur le carbone forestier que je suis allé voir, d'un certain Luc Abadi, à qui je dois beaucoup, parce que c'est lui qui a vraiment déclenché cette envie de le faire, et qui fait partie maintenant de notre comité scientifique. Et donc en sortant de cette conférence, je me suis dit, il y a un truc à faire là, pour la forêt, pour aider le climat, pour aider la forêt, pour aider la biodiversité, avec le carbone et les entreprises. Et comme je connais bien les entreprises, puisque j'ai travaillé toute ma vie pour des grandes entreprises, je me suis dit, tiens, on pourrait connecter le monde de la forêt et le monde des entreprises au travers de la biodiversité, du carbone, et pour faire quelque chose. Voilà, donc c'est parti comme ça. Et là, je suis reparti à fond. Donc mon année sabbatique a duré 2 mois. Donc c'est une contrainte, bien sûr, mais c'est aussi un choix, quoi. Quand on aime ça, on aime ça. Et quand on aime travailler, le travail peut être quelque chose de merveilleux. Et donc tu as lié un peu passion quand même avec travail. Ta passion pour la forêt, tu as d'ailleurs, toi, ta forêt. Est-ce que c'est un peu l'objectif peu ultime pour un serial entrepreneur ?
Je ne sais pas, enfin, ce serait bien prétentieux de dire ça, mais ce qui est assez formidable dans ce que je vis là, et je pense que pour Axel c'est la même chose, c'est que tout à coup, il y a un alignement de planètes. C'est-à-dire que ce que je le fais, bon, comme toujours, avec beaucoup d'énergie, d'envie, de volonté, etc., comme j'ai fait toute ma vie. Mais là, il y a un truc qui est plus fort, c'est que j'essaie, vraiment à mon humble mesure, hein, d'aider le climat, d'aider la forêt, d'aider la biodiversité. Donc je sais vraiment pourquoi je me lève le matin, vraiment. Ça me passionne, littéralement. La forêt me passionne depuis que je suis enfant, hein. J'ai marché dans beaucoup de forêts dans ma vie. J'ai une littérature chez moi sur la forêt très large. Enfin, ça me passionne vraiment. Et donc, j'ai réussi pour l'instant à coupler une passion, une envie de travailler, une énergie, et puis du sens dans ce que je fais. Je ne dis pas que ce que je faisais avant n'avait pas de sens, pas du tout, mais là, ça en a encore plus. Oui, mais est-ce qu'on ne se dit pas, oui, aussi, on en parlait un tout petit peu tout à l'heure, mais cette petite conscience écologique, je ne veux pas dire que tu as pollué la planète pendant 20 ans. Bien sûr que je l'ai pollué, non, mais je l'ai pollué énormément, j'en suis tout à fait conscient et je l'assume complètement. Maintenant, je suis comme un ancien fumeur qui a arrêté de fumer. Voilà, donc ma vie a complètement changé. Voilà, j'ai des voitures, j'en ai plus, je consomme plus. Enfin, je fais très attention à beaucoup de choses. J'ai une femme qui est très écolo depuis toujours, et voilà, donc j'ai une espèce de contre-courant comme ça qui m'a aidé aussi à aller là-dedans. Donc ma vie a complètement changé, mais je suis vraiment comme un ancien fumeur qui a arrêté de fumer. Et donc c'est peut-être les pires d'ailleurs. Je ne sais pas, je n'ai jamais fumé. Alors dans un portrait j'ai eu qui t'a été consacré, j'ai été sur les échos, justement avec la forêt, tu disais que tu manquais de compétences. Et donc tu avais donc pallié cela avec des membres du comité scientifique de la Belle Forêt, donc ton associé aussi, l'expert forestier, donc Philippe Gourmin. C'est important de savoir s'entourer quand on se lance comme ça dans un... C'est fondamental. C'est pas important, c'est fondamental. C'est pas qu'une histoire de manque de compétences, c'est aussi de travailler en équipe, d'être soudé comme ça, comme une meute de loups qui avance et qui voilà. Mais moi, j'ai toujours fait. C'est quelqu'un qui me l'a appris. Hein, ça vient pas de mon bon sens. Quelqu'un m'a dit il y a très longtemps, tu sais, il y a un secret dans le boulot, c'est de s'entourer de gens bien plus forts que soi. Toujours, tout le temps, partout, sur tous les métiers. Voilà. Donc ça, j'ai essayé de faire ça toute ma vie. Et Philippe Gourmin, qui est un associé merveilleux, avec qui je m'entends très très bien, est bien plus fort que moi pour les sujets de forêt. C'est un ingénieur, moi je ne suis pas ingénieur, il connaît la forêt comme personne, la forêt française, il a traîné ses godillots dans toutes les forêts de France depuis 30 ans. Voilà, donc très vite, j'ai compris que de toute façon, sur la Belle Forêt, il y a toute une partie alors, sur laquelle je suis totalement incompétent, l'ingénierie, le côté forestier. Et puis j'ai essayé de m'entourer vraiment de gens très forts, bien plus forts que moi, très doués, très calés. Et aujourd'hui, on a une quinzaine de personnes dans la Belle Forêt. Donc Philippe voilà, est formidable. Ils sont tous formidables. On a des jeunes ingénieurs qui sortent de l'AgroParisTech. On a donc Paulina qui travaille avec moi dans la Digital University. Et oui, donc je fais très très attention à ça. Et je pense que c'est vraiment un secret très important. Faut pas avoir... Il y a beaucoup de gens qui ont peur de la concurrence et qui recrutent inconsciemment d'ailleurs des gens moins bons qu'eux, pas très forts, pas très ci, pas très là. Moi, je n'ai jamais eu peur de ça, bien au contraire. Et j'ai essayé de m'entourer de gens, mais bien plus forts que moi. Et c'est facile de recruter pour la Belle Forêt, parce que ça attire peut-être plus les profils, les jeunes. Oui, alors c'est facile de ce point de vue-là, parce que c'est vrai que dès qu'on passe une annonce et tout ça, comme la Belle Forêt a beaucoup de sens, ça attire plein de gens. Et c'est très difficile de recruter, puisque voilà, on voit quelqu'un 1 heure, 2 heures, et puis il faut se faire une opinion. Et donc il y a beaucoup de feeling, de métier, d'expertise, voilà, et puis hop, ça se fait. Et c'est quoi un peu aujourd'hui ton style de management? Et d'ailleurs, est-ce qu'il a peut-être évolué par rapport à quand tu étais plutôt dans l'univers de la com, à la pub? Je pense qu'il a évolué, j'espère, mais bon, c'est pas à moi de le dire, qu'il s'est amélioré. Voilà. Non, moi j'ai un style de management, je me sens très proche de mes équipes. Voilà, je suis pas du tout dans le donner des ordres, je sais pas quoi. Enfin, c'est pas du tout ça. J'essaie d'écouter le plus possible ce qu'ils me racontent et ce qu'ils me disent. J'essaie de m'adapter, bien entendu, à leurs besoins, à leurs désirs, à leurs souhaits, à ce qu'ils veulent. Et ensuite, comme je suis très exigeant avec ce qu'on doit délivrer à la Belle Forêt, qui est complexe, donc je suis très exigeant avec moi-même, je suis très exigeant aussi avec les autres, mais c'est quelque chose qu'on partage, donc c'est pas tellement un sujet. Et je pense que, il me semble en tout cas que la principale qualité d'un manager aujourd'hui, c'est d'écouter, d'essayer de comprendre et d'aider. C'est-à-dire je déteste les managers qui, quand il y a un problème, on a toujours des problèmes dans les entreprises, viennent mettre la tête dans l'eau de la personne. Non, moi, quand quelqu'un a un problème, je le vois, et puis moi, ça m'arrive d'avoir des problèmes moi-même, bien sûr. Je viens de voir, je dis, bon, on n'y arrive pas. Donc je dis toujours on, jamais tu. On n'y arrive pas, posons-nous, essayons ensemble de trouver des solutions. Ça, je pense que c'est fondamental de rester soudé. Alors je dis comme une meute de loups, comme un pack de rugby, enfin comme ce qu'on veut, mais de rester soudé. Quand quelqu'un a un genou à terre, et de temps en temps c'est moi qui ai un genou à terre, bien sûr, comme les autres, comme tout le monde, je suis humain, eh bien, il faut essayer de le relever et pas de lui dire « mais qu'est-ce que tu as fait ? C'est pas possible », pas du tout. Et j'ai vu que tu faisais des réunions avec tes collaborateurs en plein milieu de la forêt.
C'est pourquoi? Bon, même si on voit un petit peu évidemment le lien. Non, on en fait quelques-unes de temps en temps, au début un peu plus et tout ça, parce que c'est notre métier et qu'aujourd'hui on est là pour essayer d'aider la forêt, pour essayer d'aider la biodiversité qui est en forêt, Dieu sait si elle est riche, pour essayer aussi de préserver l'eau qui est en forêt. L'eau est un sujet fondamental pour les entreprises, pour l'économie, pour l'être humain aujourd'hui. Et l'eau, elle est en forêt. La forêt capte l'eau, la garde, la filtre, la redistribue. Et donc on a besoin à la belle forêt de se retrouver en forêt, d'être en forêt, de s'imprégner, de comprendre ce qu'on fait. Alors j'ai la chance de me promener dans des forêts, plein de forêts depuis que je suis enfant, parce que ça me passionne, j'adore ça. Et puis dans cette fameuse forêt dans les Vosges. Mais je pense que c'est important qu'on partage ensemble, comme une équipe, ce qu'on ressent dans les forêts. Et puis quand on se balade en forêt maintenant avec Philippe Gourmain, donc expert forestier, et puis les ingénieurs de l'AgroParisTech, etc., c'est génial parce qu'ils nous donnent un regard technique sur la forêt que moi je n'ai pas. Et puis peut-être que moi je leur donne un regard de sensibilité sur la forêt que peut-être ils n'ont pas. Donc voilà, c'est très complémentaire. Ah. Bah écoute, super. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces questions. Et maintenant, on va pouvoir passer à la séquence l'interview chrono. Question facile ou pas, mais quelle est ta forêt préférée? Une forêt dans les Vosges. C'est la tienne? Ouais. Ouais, voilà. Je la connais tellement bien. Tu es plutôt LinkedIn, Instagram ou TikTok? LinkedIn. Quel est l'appel d'offres public que tu as remporté, là, à la Belle Forêt, et dont tu es peut-être le plus fier? C'est la seule, mais de toute façon, j'en serai fier jusqu'à la fin de mes jours. C'est la forêt de Chambord, qui a cherché un partenaire justement pour l'aider à valoriser le carbone et la biodiversité, en vue d'adapter la forêt au changement climatique, puisque 40% de la forêt de Chambord est en train de dépérir. Et donc, elle a besoin de moyens, de ressources financières pour s'adapter au changement climatique. Okay. Quelle est l'application que tu utilises le plus? Ah là là, l'application téléphone. Non, c'est pas une application. Non. Quand même, c'est vrai qu'on n'utilise plus pour téléphoner. LinkedIn, je pense. Oui, d'accord. Est-ce que tu peux me citer une entrepreneuse ou une dirigeante française qui t'inspire? Alors, il y en a plein. Non, il y en a plein, franchement. Il y a, par exemple, Sophie Lacoste-Dournel, qui est avec son frère Philippe, qui a repris l'entreprise Fusalp, qui fait un succès génial et que j'ai la chance de connaître et qui est une femme formidable. Oui. Vraiment, douce, sympathique, intelligente. Il y a, je pense, à Agathe Bousquet, qui est la présidente de Publicis France, qui a beaucoup de succès dans ce qu'elle fait, qui est une fille aussi formidable et que je connais bien. Et puis il y en a une troisième que je voudrais citer, qui est Maya Daboulos, qui est la présidente d'Avas Paris, qui est l'ancienne chargée de communication de Jean Castex, et qui est d'une intelligence et d'une sensibilité rare. Quel est le dernier livre que tu as lu? Que je viens de finir, c'est Les Naufragés du Wager, je vais dire une bêtise. Un livre qui a eu un succès fou, qui est génial, mais qui s'appelle Les Naufragés du Wager, je crois. Bon, on vérifiera. Je viens de finir. Est-ce qu'il y a une marque avec laquelle tu aurais aimé travailler, rêver quand tu étais peut-être chez Havas ou DDB? Apple. Tes dernières vacances, c'était où? Mes dernières vacances, c'était dans les Vosges. Et de ChatGPT, tu es plutôt émerveillé ou apeuré? Les deux. Les deux. D'accord. Et peut-être une dernière, allez, la Belle Forêt, c'est ta dernière boîte? Je sais pas répondre. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes ces petites questions et merci à vous d'avoir suivi cette émission une nouvelle fois et je vous donne rendez-vous pour la prochaine très bientôt. Merci, au revoir.